Je vais commencer par vous demander de vous présenter. Chacun à votre tour. On commence par qui? T'as un micro? Ah oui. Je sais pas si c'est ici. Donc Lucie Pierre Abajo, autrice de la trilogie des mystères de la Rispem, qui, aux surprises, est une trilogie dans la veine steampunk. Donc Adrien Thomas, j'écris essentiellement des romans de fantasy et je me suis lancé récemment dans la jeunesse et j'ai écrit un roman de jeunesse steampunk, Engrenage et sortilège. Axel Collot, moi j'ai fait surtout de la jeunesse, un peu de tout, et je me suis aussi jetée dans les affres du steampunk. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que le steampunk éventuellement, ou est-ce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas ce qu'est le steampunk? Paf, interro. Je crois qu'il y a différentes définitions, c'est en fonction de ce qu'on va lire, si on va plus le classifier comme un vrai steampunk ou des assemblages de ressemblance au steampunk. Je sais pas, moi j'aime bien, on me dit Tim Powers a créé le steampunk, mais moi je ne trouve pas que Tim Powers c'est le steampunk. Non, c'était pas hyper steampunk, mais c'était. Ils ont donné ce nom-là par commodité voilà. en fait. Voilà. Je crois que c'était dans les années 87 où effectivement Tim Powers, l'auteur des Voix d'Anubis, Voilà. et 2-3 copains écrivaient des livres qui se passaient vaguement à l'ère victorienne, Voilà, avec voilà, c'était pas hyper réaliste et il y avait des histoires de machines. Je crois que c'était une histoire de voyage dans le temps avec les Voix d'Anubis, si je me trompe pas. Oui. Je tourne mes yeux de ce côté-là. Et effectivement. Le terme était là plutôt pour rigoler en disant il faut bien donner un nom à ce qu'on fait, allez on va dire que c'est du steampunk. Mais c'était aussi c'est un terme plutôt par dérision puisque ça se réfère au cyberpunk qui tournait beaucoup à l'époque et le cyberpunk c'est dystopie, tout est noir, c'est un futur vachement ironique et grinçant. Donc voilà. Même si parce que Gibson dit moi j'ai jamais écrit de cyberpunk. Donc on lui a collé l'étiquette de cyberpunk alors que lui il n'est pas ça. Bon. Parce que les gens adorent les cases dans lesquelles on peut faire rentrer des choses. Ouais. C'est ça. C'est comme les entomologistes, on a un beau modèle, on met une jolie étiquette et puis comme ça on est tranquille, c'est classé, c'est bon. Voilà, alors justement, est-ce que éventuellement vous pouvez dire en quoi vos romans sont classés sous cette étiquette-là, pourquoi et en quoi leur identité propre par rapport au steampunk, peut-être vous donner, en fait, quelle est votre version, vous, du steampunk? Alors pour moi le steampunk c'est avant tout un courant que je visualisais de manière esthétique. En fait je l'ai vu de manière esthétique avant de le voir de manière littéraire. Pour moi c'était les gens qui se costumaient avec des bustiers et puis des chapeaux de forme et des engrenages un peu collés partout. Après j'ai découvert la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui était ma première incursion dans le steampunk. Et donc moi j'ai déterminé ça comme en gros des technologies beaucoup plus avancées que ce qu'aurait pu être à l'ère victorienne, avec généralement des sources d'énergie largement plus puissantes que la vapeur et le charbon. Et une esthétique très branchée, mettons du cuivre et des engrenages partout, avec des corsets et des hautes formes. En gros. Voilà, on met des boutons partout, on met des automates qui avancent de manière mécanique et ça marche tout seul. Et globalement, j'avoue que je n'ai pas creusé beaucoup plus que ça pour l'écriture de mon roman. Je partais du principe que l'un des personnages principaux est une mécanicienne, donc son boulot c'est de construire des machines, des automates, de réparer des flingues et compagnie. Et je me suis dit, ça irait bien pour le steampunk. Et globalement, ça va pas beaucoup plus loin avec quelques inventions mécaniques. Il y a des voitures automatiques, etc., qui côtoient des sortilèges et des magiciens, mais globalement, j'avoue que j'ai pas fait des masses de recherche sur ce truc. Pardon. Je suis un peu comme toi, c'est pareil, je suis partie dans l'esthétique et puis moi c'était un défi parce que les Pirates de l'île Mirage c'est à partir de 8 ans. Donc je ne pouvais pas partir dans des grandes explications sur sur tout ce qui était les fonctionnements des machines, etc. Et en fait, je suis plutôt partie sur, on va mettre un peu de steampunk pour essayer de donner un aperçu aux enfants de ce courant littéraire, de ce courant cinématographique. Moi, j'ai plus découvert qu'avec Wild Wild West, c'est un peu moins de classe que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et parce que j'aimais beaucoup l'esthétique, en effet,
tout le côté costume qu'on peut voir passer, nous, dans les conventions, dans les salons, etc. Et puis sur Internet, bien sûr. Et du coup, dans mes bateaux volants, c'est des bateaux avec des ballons dirigeables, avec de la machinerie un peu expérimentée. Moi, j'ai un vieux mécanicien bougon qui s'appelle Papy Molette. Donc, c'est un peu le même principe que la mécanicienne. Lui, il va faire des machins et des bidules, ça ira bien. Il a une hache mécanique à vapeur, enfin voilà. Et je me suis bien amusée là-dessus. Et puis, ouais, pour moi, c'était vraiment une coloration d'histoire, une coloration de l'univers pour donner un aperçu du steampunk aux enfants et puis pour aussi s'amuser un peu avec ces machines étranges, des automates, des choses comme ça. C'était vachement rigolo, je trouvais. Assez d'accord sur le côté esthétique. Voilà, on voit à peu près ce que ça donne en termes de cuivre, rouage et compagnie. Et du coup, en termes d'accessoires, voilà, sur quoi est basée la technologie? Théoriquement sur la vapeur, steam, c'est la vapeur en anglais. Donc là, dans mon roman, c'est le cas, puisqu'on a des vapomobiles, donc des voitures qui fonctionnent à la vapeur. Et si je me suis retrouvée à faire du steampunk, en fait, c'était par commodité d'imagination, puisqu'il me fallait Paris au 19e siècle. Mais comme je ne suis pas historienne, je voulais avoir une marge de liberté suffisante. Donc en fait, mon histoire se déroule dans un Paris alternatif. C'est aussi une uchronie, hein. On prend un point de l'histoire, on le change, on voit ce qui aurait pu se passer. Et donc du coup, dans ce Paris alternatif, Jules Verne fait partie du gouvernement. Donc en fait, il ne cesse de souffler les bonnes idées des choses que tiens, on pourrait faire pour améliorer la ville. Et du coup, les technologies avancent plus vite que prévu sous l'impulsion de Jules Verne. Et ce qui fait que voilà, ce Paris-là est steampunk, puisque ces technologies du 19e siècle sont plus avancées que dans la réalité historique. Voilà. Donc du coup, après, le côté esthétique m'intéressait aussi, je trouvais ça plutôt chouette. J'avais par exemple été influencée, très impressionnée par le jeu vidéo BioShock, que vous connaissez peut-être, et qui est justement avec une esthétique hyper léchée de beaux dirigeables, et des machines, des automates. Donc voilà, donc j'avais ça dans un coin de ma tête. J'avais aussi Jules Verne, et ça a fini par donner une trilogie. Il y a aussi un élément par rapport justement aux technologies steampunk, souvent, c'est que quand on les regarde, on se rend compte qu'il y a un petit côté absurde quand vous parliez de l'esthétique. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'esthétique steampunk, et entre autres, les navires volants qui doivent peser des tonnes et des tonnes, et qui volent à l'air chaud ou à la vapeur, c'est assez impressionnant. Et justement, ce côté absurde, est-ce que vous, ça vous a inspiré pour, d'une manière, on va dire, utiliser un peu au niveau de l'humour, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous a pas particulièrement donné envie de creuser? Est-ce que c'est un ressort que vous utilisez? Alors moi, j'ai une formation scientifique, donc j'ai eu assez facilement conscience que la plupart des machineries steampunk et des choses comme ça n'avaient pas de sens d'un point de vue scientifique, d'un point de vue logique et mécanique. Avoir des engrenages sur des lunettes, c'est peut-être très joli, mais les engrenages, s'ils ne bougent pas, ça ne sert à rien. Donc, de base, voilà, c'est mignon, mais tu sens que la fonctionnalité est complètement absente vis-à-vis de l'esthétique. Et donc du coup, j'avais un peu la trouille de partir du steampunk et de sortir des machins qui n'étaient pas logiques, en fait. Et donc j'ai trouvé la parade parfaite que n'importe quel auteur de fantasy connaît, qui s'appelle Ta gueule c'est magique, et où j'ai intégré de la magie dedans. J'ai intégré une sorte de matériau imaginaire qui produit de l'énergie, beaucoup d'énergie, et qui sert à la fois à tisser des sortilèges et à alimenter les machines. Et ça m'a suffi pour en gros rendre l'univers vaguement crédible, parce que s'il y a de la magie, ça marche. En gros. Eh ben, t'es pas le seul. Moi, c'est de la poudre de cristal, tu vois. Parce qu'en fait, dans le monde des pirates de l'Imirage, c'est des îles volantes, dans des mers de brume. C'est pour ça qu'ils ont des bateaux volants, ils ne peuvent pas aller d'île en île. Et les îles, plus elles ont des cristaux dans leur croûte, plus elles sont hautes. Et en fait, ils ont découvert comme ça que les cristaux faisaient voler, et que quand ils le broient, en fait, ça alimente les chaudières, les moteurs de leur vaisseau. Et ils s'en servent aussi comme de la poudre pour les pistons cristal. Donc leurs armes, etc. Enfin, ça sert à plein de trucs.
Donc bon, il ne faut pas qu'il tombe en rade dans plein milieu entre deux îles, mais sinon tout va bien. Moi, il y a effectivement aussi de la magie, mais qui ne concerne pas du tout la technologie. La magie, c'est plutôt l'apanage des autres, des pas sympas qui n'aiment pas bien la technologie. Et c'est limité à une toute petite catégorie de personnes. Donc en fait, j'ai essayé d'imaginer des machines potentiellement fonctionnelles, mais quelque part, même Jules Verne fait du ta gueule, c'est magique, puisque dans 20 000 lieues sous les mers, quand il décrit extrêmement longuement le fonctionnement du Nautilus, à un moment donné, je crois que donc son interlocuteur lui dit mais comment ça peut fonctionner l'électricité, c'est pas possible. Et le capitaine Nemo répond oui, mais ce n'est pas l'électricité, monsieur tout le monde. Donc on est exactement dans la même parade. Oui, bon, ça va, ça marche. Voilà. Donc là c'est pareil. Voilà, une vapomobile, grosso modo, je vois ça comme une énorme cocotte minute avec une sorte de réservoir à l'arrière. Oui, bon, bah ça va, ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc de toute façon, c'est comme la science-fiction. Si on veut faire du hard steampunk, oui, peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à des technologies potentiellement possibles, mais est-ce que c'est ça le plus intéressant et le plus rigolo Je suis pas sûre. Ça va enlever tout un aspect du charme aussi du steampunk. C'est un peu ce côté, comme tu disais, loufoque, le côté un peu absurde. C'est toujours rigolo, puis ça donne un côté dépaysant aussi de ne pas avoir à se dire ça marche comme ça exactement, machin, etc. Ça nous fait un peu sortir du quotidien, je trouve. Bon, je veux dire, tu as bien le problème avec la hard science. Parce que tu as les vrais scientifiques qui ont expliqué, comme Gregory Benford, qui va t'expliquer que si c'est possible, on peut l'écrire, et si c'est imaginaire et que ça repose sur aucune vertu scientifique, et il attaque un peu Asimov, celui-là il exagère un petit peu en se basant sur des scientifiques, ça ne peut pas exister. Donc lui il est très catégorique dans ce qu'il écrit en disant que le voyage dans le temps c'est pas possible. Par contre envoyer des messages dans le temps, ça peut se faire ça. Et donc il explique pourquoi, mais parce que c'est un vrai scientifique qui est très précis sur ce qui... Je connais plein de vrais scientifiques qui sont capables aussi de laisser justement leur rationalité au placard quand ils lisent et quand ils écrivent. D'ailleurs, apparemment, tu en fais partie. Oui, là, je suis plus biologiste que physicien, mais dans les faits, oui, je pense que la rationalité, ça a un intérêt jusqu'à un certain point. Mais il faut être complètement honnête, on croit qu'on sait tout maintenant. En fait, on ne sait pas forcément grand-chose. On dit maintenant que quelque chose n'est pas possible. Dans 100 ans, on se fera probablement foutre de notre gueule parce qu'en fait, c'était tout à fait possible. On n'y avait juste pas pensé à la manière, en fait. Donc, il faut être aussi capable de savoir que peut-être qu'il y a des idées géniales ou des choses qui n'ont pas encore été découvertes, ou même des matières ou des éléments qui vont surgir de notre part en disant tiens, en fait, le tableau Bernoulli des éléments, c'était n'importe quoi. Et il y a 3 éléments en plus qu'il faut caser, il va falloir tout reprendre à zéro, et pourquoi pas, en fait. Et être capable de dire qu'on ne sait pas tout, je pense que c'est une des plus importantes vertus d'un scientifique, en fait, de savoir qu'on ne sait pas. Et c'est le plus important, et c'est aussi le plus important, à mon avis, dans l'écriture, dans l'imagination, dans l'imaginaire. On ne sait pas, et donc du coup, on invente. Tant qu'on n'a pas de preuve pure et dure que c'est pas possible. Et je pense qu'il n'existe à l'heure actuelle, dans quasiment aucune discipline, de preuve pure et dure que quelque chose n'est pas possible. Oui, puis... À des exceptions, évidemment. Et encore, peut-être qu'effectivement, laisser les portes ouvertes. Tu parlais de vapomobile, mais il y en a eu des vapomobiles. Oui, il y a eu des essais. C'était pas hyper brillant, mais il y a eu des essais. Il y en a eu. Donc, on veut tous savoir, est-ce qu'elles ont explosé? Je ne sais pas, mais en tout cas, les miennes explosent. Ça leur arrive de temps en temps. Voilà. Quand malheureusement il y a un accident, si vous avez un accident de cocotte minute à la maison, si vous laissez tourner votre cocotte minute alors qu'elle est en train de chauffer, il y a toutes les chances que ça se fragilise et que boum, ça explose d'un coup. Non, c'est ce qui se passe avec les vapomobiles. Voilà, donc c'est pour ça que bon, c'est potentiellement possible, effectivement il y en a eu. J'ai même appris qu'il y avait eu des canons à vapeur, voilà, qui étaient des tourelles qui étaient actionnées par de la vapeur sur des remparts, donc ça pivotait, c'était un système de défense en fait. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'avenir à ce système de défense, voilà. Mais il y a eu quand même pas mal d'essais autour de la vapeur parce que c'était une force puissante, c'était une technologie qui, ma foi, fonctionnait pour tout un tas de choses. Après, ça a été très vite remplacé par l'électricité et puis les énergies fossiles, donc voilà, on est passé outre, mais dans une autre ligne temporelle, pourquoi pas. Donc en tout cas, ma version est
à peu près plausible, avec un gros à peu près. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ont existé, par exemple les dirigeables. Tu poses la question, est-ce que c'est aussi le côté absurde ou là c'est plutôt le côté impressionnant, parce que les dirigeables, il y en a vraiment eu qui faisaient des traversées, qui transportaient des passagers, sauf que c'était pas du tout un moyen de transport pratique. Un dirigeable, c'est absolument énorme et on peut embarquer une quantité très limitée de passagers. Alors du coup, quel est l'intérêt ? L'intérêt est d'impressionner en fait. Vous levez les yeux, vous voyez une espèce de gigantesque baleine flottante, ça en jette. Voilà, donc ça vous assoit la puissance d'un pays, d'une nation, ça montre, regardez ce qu'on sait faire, c'est du domaine de l'esbrouf. Donc en fait, dans mon monde, il y a effectivement des dirigeables, puisque cette version de Paris, ses ressources en fait, c'est la technologie, c'est montrer ce qu'on sait faire. Donc forcément, ils ont des dirigeables, parce qu'un dirigeable, ça impressionne, ça en jette, et ça permet de montrer sa puissance. Donc là, c'est pas de l'absurde pour le coup, mais c'est regardez-moi et voyez ce que je suis capable de faire. Quand je parlais d'absurde au niveau des dirigeables, c'est que par rapport justement à certains graphismes qu'on voit où finalement la partie ballon est minuscule et on voit bien que tout ce qui est nacelle, etc., c'est trop lourd par rapport au ballon. Et puis ce qu'on voit aussi le plus souvent en steampunk, ce sont des voiliers volants par exemple. Des fois même c'est des cuirassés et à la fois c'est somptueux, ça fait rêver et en même temps on se rend bien compte de l'absurdité. Moi je me souviens dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ils tentent d'expliquer cette tendance-là. Effectivement, j'ai un truc que j'ai eu l'impression que c'était sous-entendu un peu partout ensuite. C'est qu'ils ont découvert un minerai anti-gravité en fait. Et moi je suis parti du principe que si ça peut pas voler selon les lois de la physique, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fourré un morceau de minerai anti-gravité dedans et puis ça marche tout seul. Voilà, en gros c'est vrai que le principe des dirigeables steampunk, c'est qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un a découvert le secret de l'anti-gravité en fait. Et c'est un peu la seule explication qui explique pourquoi ça marche avec des ballons aussi petits et des nacelles aussi lourdes. D'où la poudre de cristal, je te dis, voilà. Tout à fait. Et dans les pirates, j'ai aussi un gros vaisseau de guerre, donc c'est pareil, lui, il faut quand même sacrément beaucoup de moteurs et beaucoup de poudre. Et j'ai beaucoup de trucs qui marchent à hélice aussi. Donc parce que le gros bateau et tout, c'est bien pratique, mais pour se déplacer sur les îles, ils amarrent leur bateau et après ils ont des hélicanots. Et il y a une île qui s'appelle l'île des Moulins, où ils ont des hélimotos. Voilà, donc je me suis bien amusée, moi, plus le côté hélice que j'ai mis un peu partout. et c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup on réfléchit à comment ça pourrait fonctionner, puis on se dit bon, ça va marcher quoi, d'un moment à un autre. Et Steampunk permet une liberté aussi comme ça, de garder donc du coup ce côté esthétique, loufoque, etc. Et puis d'imaginer ces objets de déplacement ou des armes ou plein de choses différentes. Et puis je sais pas si ça vous le fait aussi, mais en jeunesse, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout expliquer. Contrairement aux lecteurs adultes, qui aiment bien qu'on leur explique en long, en large, en travers comment ça fonctionne, les enfants, ils comblent les trous. C'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, avoir une grande imagination en fait, et ils vont combler les trous. Donc si on explique tout, ça les ennuie en fait. Surtout les petits. Avant une dizaine d'années, si on leur explique en long, large, en travers comment ça fonctionne, déjà il y a trop de descriptions, donc ils lâchent le bouquin en disant c'est bon, c'est pas intéressant. Et puis du coup ils comblent les trous, mais je sais que moi j'aime bien ça justement en jeunesse parce que ça permet d'être peut-être un tout petit peu plus libre et justement de pratiquer de toute façon ça va fonctionner, c'est magique. Et puis je pense que justement l'esthétisme du steampunk est un bon moyen, un bel outil pour mieux faire passer ce ta gueule, t'es magique. Et peut-être plus que maintenant dans la fantasy où on a l'épée magique, elle a quand même été un petit peu trop utilisée. Et il y a peut-être plus de possibilités encore dans l'univers steampunk, justement parce qu'on mêle de science et pseudo-science, on va dire, qui permet d'ouvrir plus de...
Faut être honnête, je pense que le but de tout ce qui ressemble de près ou de loin au Ta gueule c'est magique, c'est de paumer le lecteur en fait. Donc si on commence à utiliser de la magie qu'on ne comprend pas, ça marche. On a de plus en plus tendance à expliquer la magie, expliquer d'où elle vient, expliquer ses limites, ses fonctions, ses sacrifices, etc. Et effectivement, l'intérêt du steampunk, c'est en fait, c'est des grosses machines, mais on va pas prendre 4 plombs et expliquer comment fonctionne le moteur. Donc, partez du principe que ça marche. C'est effectivement le même principe. C'est qu'on est, enfin, il n'y a pas grand monde qui est mécanicien spécialisé dans les machines à vapeur. Bon, sauf toi, apparemment. Mais globalement, la plupart des auteurs utilisent effectivement ça comme une sorte d'artifice, d'artefact qui permet de faire passer plus ou moins n'importe quelle invention comme crédible et fonctionnelle. J'ai un CAP machine à vapeur. Je le savais. Vous avez des questions Si on n'est pas clair, si vous avez l'impression qu'on dit n'importe quoi, vous levez une main attentive et vous signalez que peut-être on pourrait répéter d'une façon plus mieux. C'est quoi la définition de steampunk là ? C'est comme on a dit, hein, on met une vague case et après on peut y faire rentrer un petit peu tout ce qu'on veut. J'ai une définition qui avait été dite, on disait à un moment la science-fiction c'est quoi ? Et on avait dit la science-fiction c'est de la fantaisie avec des boulons. Alors moi je dirais que le steampunk c'est de la science-fiction et beaucoup de boulons. Il y a quelqu'un qui a proposé, alors je ne sais plus du tout le nom, mais la citation c'est ce qu'aurait été le futur s'il était arrivé plus tôt. Il me semble que la traduction française de steampunk, vague, hein, c'est pas exactement ça, ce serait le rétrofuturisme. Oui, c'est-à-dire que ce serait une sorte de... partir du principe que les technologies futuristes seraient arrivées beaucoup plus tôt et du coup auraient plus ou moins l'esthétique de ce que ça aurait eu à l'époque en fait, avec beaucoup de boulons, beaucoup de vapeur, beaucoup de métal. Tout en arrivant aux mêmes fonctions que l'ère moderne en fait, c'est-à-dire des avions, des centrales électriques, des choses comme ça, mais qui ressembleraient à globalement la Tour Eiffel et le pont Alexandre III quoi, en esthétique. Mais après, comme on l'a dit, finalement la définition, quand on est auteur, on s'en fiche un petit peu. On fait ce qu'on aime, et après c'est le boulot des éditeurs, voire des lecteurs, de nous mettre où est-ce qu'on... Comme je disais tout à l'heure, on est dans les cases. C'est ça. Il y a des choses que je sais. Il y a Brajlon qui a sorti une Bible du steampunk, si vous connaissez. Et alors, ce qui existe aussi aux États-Unis, c'est un festival de steampunk où les gens créent ou des véhicules, ou des armes, etc. C'est quand même étonnant, quoi. Quand on voit un peu les images de ces personnages-là, comment ils sont habillés, comment les voitures se déplacent, c'est super impressionnant. Ils font des chars et tout, c'est super. Il y en a, ils marchent. C'est surtout ça qui est impressionnant en fait, c'est que ça fonctionne. En fait, je suis sûre qu'il y a plein de circuits imprimés dessous. Mais je vois un peu, par exemple, je reviens plus sur le nom de la compagnie qui est à Nantes, donc avec un éléphant qui se déplace à la vapeur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le Royal de Luxe. C'est pas un sandwich McDo, ça ? Ils font des araignées avec ce système vapeur. Il n'y a pas que de la vapeur. Hein. Oui. Il y a aussi beaucoup de câbles, beaucoup d'électricité et il doit y avoir quelques circuits imprimés aussi dedans. Mais maintenant, il y a effectivement la compagnie royale à Nantes, mais apparemment il y en a aussi à Toulouse. Oui, parce que ça s'exporte et c'est vrai que c'est très très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure, parce qu'on parle de steampunk en jeunesse. Moi j'ai une question. Les mystères de la respect, c'est pour la personne qui a l'âge pour toi? L'âge, c'est un peu pareil que la catégorie. Voilà, on met une case et puis voilà. En général, j'ai tendance à le conseiller à partir de 13 ans. Après, tout dépend du lecteur. Donc, on va dire collège et ensuite toute forme de jeunesse confondue. Parce que, étant donné que. Ce que j'aime bien dans les romans jeunesse et ce que j'aime bien dans les romans en général, c'est ceux qui ont plusieurs niveaux de lecture. Donc, là, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, ce que j'espère avoir réussi à faire. C'est un livre qu'on peut lire à tout âge et où on peut y voir des choses différentes aussi à tout âge. Donc peut-être que le lecteur de collège verra plus l'aventure, le mystère, l'histoire d'amitié entre les trois personnages. Le lecteur plus âgé verra peut-être aussi
et ben en fait la politique, parce qu'il y a tout un aspect assez politique. Il verra probablement les clins d'œil historiques, puisque comme il s'agit d'une uchronie, on part sur une base de 19e siècle réel, mais modifiée. Donc il pourra se dire ah oui, le Sacré-Cœur n'existe pas dans cette version de Paris, pourquoi? Ah bah tout simplement parce que voilà, donc il pourra certainement s'amuser avec ça, et aussi avec les quelques clins d'œil littéraires que j'ai saupoudrés ici et là, voilà. Donc ça c'est destiné à un public plus âgé. Si les petits entre guillemets ne le voient pas, ça n'a aucune importance, puisque voilà, c'est pas la même chose qui va compter pour eux en fait. Voilà. Donc du coup c'est catégorisé en jeunesse, mais je pense que ça peut être lu vraiment par tout le monde. Et d'ailleurs il y a eu une réédition du livre aux éditions Folio SF, donc qui est destiné plutôt aux adultes, avec une couverture du coup différente et des illustrations qui ne sont pas présentes à l'intérieur pour bien montrer que c'est un livre, attention pour les adultes. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux, il ne faudrait surtout pas vous perturber avec des illustrations à l'intérieur, vous autres les adultes, vous êtes bien trop sérieux pour ça. Voilà. Donc du coup, apparemment, ils sont d'accord avec moi pour dire que normalement, ça peut être lu par à peu près tout le monde. À partir de 13 ans. J'ai des lecteurs plus jeunes, évidemment, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même avoir un certain degré de maturité, bien vouloir s'enfiler 3 livres, ne pas avoir peur des côtés un peu sombres qu'il peut y avoir, il y a aussi ces composantes-là. Mais à partir à peu près de, mettons, 13 ans, normalement, ça doit pouvoir passer pour tout le monde. Moi, globalement, j'ai à peu près le même discours sur à peu près tout. Par le fait que j'ai pas 3 livres, mais globalement, c'est ça. Moi, mes éditeurs conseillent à partir de 12 ans et plus, c'est plus ou moins ça, à partir de ça. J'ai quelques lecteurs qui sont plus jeunes, parce que plus matures, meilleurs lecteurs, etc., qui commencent à 10-11 ans, sans souci. Moi aussi, il y a une deuxième lecture un peu politique, et si on passe à côté en lecture simple, c'est pas grave. Enfin, voilà, globalement, j'ai les mêmes arguments que toi, donc je vais pas le répéter, c'est pareil. Et moi aussi, tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que justement, tu l'as pensé en te disant « je vais écrire pour de jeunes lecteurs qui auront à peu près cet âge-là » ou est-ce que tu as dit « je fais ce que je veux, puis on verra bien après » Réponse 2. C'est bien ce qui me semblait. Très clairement, non, j'ai juste mis des personnages qui étaient jeunes, et puis je me suis lancé. Voilà. Il y a une question par là? J'avais une question. Est-ce que quand vous avez décrit vos machines, etc., est-ce que vous les avez dessinées, d'abord fait un plan, ou même fabriqué à peu près les machines comme vous les imaginez Moi, j'ai fouillé Internet, parce que je ne sais pas dessiner. Montre-nous ton bateau à vapeur, on sait qu'il existe. Non, j'ai trouvé en fait quelque chose qui ressemblait à ce que je voulais. Alors j'ai tenté de contacter la personne qui l'avait dessiné, mais je n'ai jamais eu de réponse. Et après, parce que comme ils passent leur temps à se déplacer dedans, que ce soit cohérent quoi. Parce que si je plaçais le faux pont là, et puis la cuisine ici, puis après que je passe la cuisine là et le faux pont ici, on n'est pas bon. Et je me paumais moi-même, donc il a fallu que en fait, j'efface une partie du bateau et puis que je fasse mes petites cases, j'écris bon là c'est le faux pont, machin, et qu'à chaque fois que je fasse un déplacement, je m'amuse à dire mon livre va de là à de là, il part en telle échelle, etc. Donc c'était assez rigolo quoi. Mais j'ai pas fait de maquette parce que déjà en pâte à modeler je sais pas faire grand chose, alors je n'allais pas partir là-dessus. Mais ouais, non. Mais par contre oui, au moins de s'inspirer, les tableaux Pinterest, c'est vachement bien aussi. On perd vachement de temps à faire ça, mais ça aide. Ça nourrit l'imagination et puis ça donne des idées. Alors moi je suis aussi nul en travaux manuels, donc je ne pense rien du tout. Il m'arrive de dessiner par contre, de faire des micro-plans, des esthétiques générales de certaines machines, certaines armes, certains trucs. Voilà. Pour un Grenelle sortilège, il n'y a pas tant de machines compliquées, de choses complexes, donc j'ai pas dessiné grand-chose. Après je suis en train d'écrire un roman dans le même univers, un peu plus adulte, et là pour vraiment savoir comment ça fonctionne, j'ai commencé à dessiner des machines et des trucs un peu bizarres, mais qui me permettent de visualiser comment ça marche, la taille, le fonctionnement, comment ça se déplace, etc. Parce que c'est important pour pas mal d'éléments pour garder ça crédible et cohérent. Ouais. Pour moi, un peu des deux. Effectivement, le tableau Pinterest est ton meilleur ami, toi auteur. Et ensuite, j'ai effectivement essayé de gribouiller un petit peu pour certaines machines.
Et j'ai eu même de la chance parce que, donc, comme ils sont illustrés aussi à l'intérieur, il y a certaines illustrations qui représentent les machines. Donc mon illustrateur Donatien Marie a réfléchi pour moi en fait. Donc dans le premier tome, par exemple, il y a une sublime vapomobile qui est vraiment, vraiment trop belle. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit, ah ben oui, ça m'aide un petit peu à visualiser. Et je me rappelle aussi du graphiste qui a conçu donc, la maquette des couvertures. Donc c'est lui en fait qui a créé la disposition en losange, etc. Et après, l'illustrateur a rempli les cases. Et je me souviens encore le voir gribouiller sur un bout de feuille pendant qu'il réfléchissait à la couverture. Il me disait, oui, par exemple, tes vapomobiles, tu les vois comment? La chaudière, elle est où? À l'arrière. Voilà. Et donc là, je me suis dit, oui, bah, réfléchis un petit peu, ça pourrait éventuellement t'aider pour quand t'écris. Hein. Donc oui, à l'arrière, bien sûr. Voilà. Donc du coup, en fait, c'était sympa parce qu'il y avait une sorte de travail complémentaire voilà, entre ce que moi j'imaginais et la façon dont ensuite mon illustrateur voyait les choses. Donc ça a fait une sorte de patchwork entre mes influences, Pinterest, les siennes. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est aussi là, quand on a un illustrateur, qu'on se rend compte à quel point nos visions peuvent ne pas converger. Puisque par exemple, dans le tome 1, l'exemple que je prends toujours, c'est celui des voxomatons. Donc dans mon monde, les publicités sont criées au coin de la rue, donc non pas par des crieurs humains, mais par des crieurs automates. Voilà. Et dans ma tête, ils avaient un aspect quand même pas mal humanoïde, voilà, en fer blanc, mais plutôt réaliste. Et donc dans le tome 1, ouais. Alors je ne sais pas si vous le verrez d'ici, avez-vous des bons yeux, j'espère. Voilà. Donc Donatien, lui, les a imaginés comme ça. C'est-à-dire pas du tout comme moi je les imaginais, et pas non plus du tout comme mon éditrice les imaginait. Donc on a fait un retour sur son croquis, on a dit mais bon, il l'a quand même conservé parce qu'après tout, c'est sa liberté d'illustrateur. Et si c'est comme ça qu'il les voyait, eh ben, on ne pouvait pas tellement s'y opposer en fait. Donc c'était assez intéressant parce que comme ça, moi j'ai mon imaginaire et lui, il a son propre imaginaire qui transparaît dans les dessins. Donc parfois, c'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant parce que c'est drôle de voir comment d'autres personnes peuvent matérialiser mon univers dans leur tête. Et c'est très rigolo. Donc du coup, voilà, il y a tout un réseau esthétique qui s'est construit autour des mystères de l'Arispan et je trouvais ça vraiment, vraiment super intéressant. Je suis assez d'accord avec toi parce que sur la couverture des pirates, tu vois, il y a aussi des automates. Et je les voyais pas forcément comme ça non plus, j'avais pas forcément été très, très loin dans l'imagination, je les voyais aussi assez humanoïdes comme toi, un peu façon comment dire, poupée de cire animée, quoi, plutôt vraiment un peu moins mécanique on va dire, et en fait ils sont très très mécaniques et finalement ça me plaît bien, donc j'ai un peu, dans le tome 2 j'en ai rajouté un petit peu pour que ce soit un peu plus ça colle un peu plus à l'esthétique de la couverture du premier. Tu vois, c'est ce que quand tu as parlé de tes voxomatons, c'est ça. Et c'est marrant parce que immédiatement j'ai vu effectivement dans ma tête quelque chose qui est plus proche de ce qu'a fait ton illustrateur, rien que par le nom, qu'est-ce que tu as décrit après. Peut-être qu'effectivement il est parti lui du nom pour faire l'illustration et que ça le... Oui, c'est possible, et en même temps, c'est tout l'enjeu de la description. Hein. On dit toujours ça commence avec la plume de l'auteur et ça se termine dans l'esprit du lecteur. Donc après, c'est ça qui est intéressant dans la lecture. Hein. S'il faut absolument que j'essaye de vous montrer ma version du voxomaton et que ce ne soit pas une autre, c'est plus la lecture, c'est la dictature. Oui, puis c'est très difficile en fait de transmettre la propre vision qu'on a dans notre tête à nous. Oui, et est-ce si important? Je suis pas sûre. Non. C'est bien aussi de faire naître de faire naître des images et justement de faire travailler l'imaginaire du lecteur. C'est ça, je pense que c'est ce qui intéresse tous les lecteurs. On vous dresse une sorte de croquis mental de ce que vous voulez imaginer, puis après, vous complétez les trous. Faut bosser un petit peu aussi. Je veux dire, c'est bon quoi. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu vu que ma couverture est quand même assez graphique et sans illustration, et qu'il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. J'ai reçu d'une lectrice il n'y a pas très longtemps un fan art de mes personnages, tout bien dessiné, tout ça. Je trouve ça super mignon. Et il ressemblait
plus ou moins à ce que j'avais imaginé, mais dans mon roman, il y a un petit automate volant que j'ai écrit globalement assez rapidement comme un cube avec des ailes, et que je voyais effectivement comme juste un petit cube comme ça avec des ailes, c'est tout. Et elle m'a dessiné une espèce de cube super ornementé, super classe, avec un pseudo-visage mécanique, avec des ailes de ouf, super... j'ai dit wow, je l'ai pas du tout imaginé comme ça, mais c'est mieux que ce que je l'ai imaginé. Donc je trouvais ça vachement chouette. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, en fait, si les lecteurs l'imaginent d'une autre manière que ce dont on le décrit, d'une part c'est notre faute, donc on va pas gueuler, c'est qu'on n'a pas suffisamment bien décrit pour qu'ils le voient exactement comme nous on l'a imaginé. Et d'autre part, tant mieux, parce que c'est vachement chouette d'avoir vachement beaucoup d'imagination différentes, de manières de voir les choses qui sont différentes. Donc j'ai envie de dire tant mieux, et je pense que maintenant je vais visualiser le personnage de l'automate comme même me l'a dessiné, plutôt que comme je l'avais dans la tête. Et tant pis, et tant mieux. Et voilà, je pense que c'est bien de faire évoluer la manière dont on imagine les choses, même par rapport aux imaginations des autres, sur ce qui est pourtant nos propres idées à la place. C'est super enrichissant. Et je trouve que c'est encore plus prégnant en jeunesse, parce que les enfants s'approprient vraiment. Et comme eux, comme tu disais tout à l'heure, c'est un truc qu'on a déjà toutes les deux, combler les trous, les lecteurs comblent les trous. Et les enfants sont très forts pour ça, ils adorent combler. Et du coup, c'est très très enrichissant d'écrire pour eux aussi. Parce que comme mon lectorat est plus jeune, j'ai moins d'adultes qui vont le lire, parce que j'ai pas forcément tout le niveau de lecture, et puis il est vachement plus court aussi. Et du coup, j'ai pas forcément un niveau de lecture comme pour vous deux. Mais c'est très rigolo de rencontrer des petits lecteurs après qui me disent comment ils ont imaginé, qu'est-ce qui ressemble à ça. Et j'ai une île à un endroit, c'est l'île Champignon, où quand la nuit tombe, en fait, il y a des champignons phosphorescents. Et mon éditeur m'a mis une petite note et dit on sent l'inspiration de Hayao Miyazaki dans tes récits. Ça faisait très la forêt de Princesse Mononoke, des choses comme ça. Et il y a quelques enfants qui sont venus voir en me disant ouais, ça m'a beaucoup fait penser au Château dans le ciel. Parce qu'au Château dans le ciel, voilà, il y a ces espèces de dirigeables, il y a le château avec les hélices, les robots et tout ça. Et je trouve que c'est marrant parce qu'ils ont eux aussi leurs propres références qu'ils mettent dedans et qui construisent leur imaginaire avec. Et du coup, c'est chouette, quoi. C'est chouette de les voir construire ça et de les voir, comme tu dis, des fois nous envoyer des petits dessins et qui nous convainquent beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé au départ, plus que notre tableau Pinterest du début, etc. Donc c'est bien rigolo. Et puis je suppose que un lit fan art, ça doit être super touchant et super motivant. J'en ai pas eu souvent, honnêtement j'en ai eu 2 et les 2 étaient pour en vendre les sortilèges et à chaque fois j'étais genre un gamin devant les paquets de Noël, quoi. C'était vraiment chouette à voir venir. En plus on réalise vraiment qu'ils n'ont pas les mêmes références que nous, qu'ils n'ont pas la même construction d'imagination que nous, et je trouve ça vachement chouette. J'ai déjà eu aussi des gens qui m'ont aussi dit ah, vous êtes clairement inspiré de ci ou de ça, des machins que je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai récemment écrit un roman de post-apo qui parlait d'animaux, machin truc, avec toute une histoire d'un ranger africain qui mène un okapi jusqu'à Paris. Et on m'a dit ah, on voit bien la référence à Zarafa, dessin animé pour gamins où il y a une girafe qui se forme à Paris, tout ça, que je n'ai jamais vu, dont je n'avais jamais entendu parler avant-hier. Voilà. Et donc du coup, c'est bien de voir que les gens ont des références qui ne sont pas les nôtres et qui leur permettent d'avoir des imaginations qui sont différentes. Et il faut partir du principe, en fait, il ne faut pas se sentir vexé de se dire ah, il faut un truc auquel j'ai jamais pensé. C'est pas grave, il faut partir du principe que toutes les histoires ont déjà été racontées. Et que on les raconte juste d'autres manières, on trouve des nouvelles histoires, on raconte de nouvelles façons de les raconter, mais que ça va toujours rappeler quelque chose à quelqu'un en fait. Et c'est pas grave. Justement, tu abordes un sujet qui est peut-être aussi un peu intéressant à creuser. Ce fait justement que des gens viennent et que te sortent tes références et tout, qui ne sont pas les tiennes. Après, ces références, tu as envie d'aller voir à quoi elles correspondent, puisque manifestement il y a un lien avec ce que tu as fait, tu as envie de creuser. Moi, on m'a fait le coup. Alors, je rappelle, c'est en 2011, donc j'ai une excuse. On m'a dit le premier que mon premier roman est sorti, c'est ça me rappelle le Trône de Fer. 2011, je rappelle. Ma réaction, c'est le quoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la série, c'était pas encore aussi connu ce que tu veux. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le Trône de Fer? J'avais aucune idée de quoi parlait la personne. Mais pourtant, c'est évident.
ok. Et du coup, quand la série est sortie, du coup, j'ai jeté un œil, j'ai dit quel rapport. Bon, je l'ai toujours pas vu, hein, mais voilà, les gens ont leurs références et je trouve ça vachement intéressant qu'ils voient des choses dans nos œuvres que nous on n'a même pas vues et qu'ils ont l'impression de devoir tirer d'autres œuvres en fait. Ou même des œuvres qu'on a vues et qu'on n'y pensait pas et qu'on a mis des références sans y penser et que quand un lecteur nous pointe, on dit ah ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Tu m'as parlé de Miyazaki tout à l'heure, effectivement, dans certains de mes romans, il y a des références à Miyazaki que même moi, au moment de les écrire, je n'avais pas vu. Et quand on me les pointe, on dirait clairement, je dis ah, effectivement, oui. Ça s'appelle l'inconscient. Parce qu'en fait, on est tellement. Parce que tout le monde nous demande à chaque fois d'où vient votre inspiration. Je sais pas, je lis, je vis, voilà. Et souvent. Je bois. Ouais. Pas pour toi, moi j'ai pas le droit alors. Flûte. Il n'y a que lui qui boit là. Voilà. On se nourrit de nos lectures, de ce qu'on regarde, etc. Et on forcé qu'on va mettre plus ou moins des références ou des clins d'œil, des fois sans s'en rendre compte, ou des fois, comme tu disais tout à l'heure, Lucie, toi t'en as mis de façon plutôt intentionnelle. Mais c'est rigolo parce que du coup, des fois, oui, t'as des lecteurs qui viennent te voir, mais en fait, ça parle. Enfin, c'est comme ce truc-là, là. Ah bah oui. Bah oui, en fait, je l'ai vu, mais on se rend vraiment pas compte, quoi. On m'a fait le coup il y a pas longtemps en me disant ah tiens c'est marrant, plein de choses dans ton roman m'ont rappelé Fullmetal Alchemist. Que effectivement j'ai vu en long, en large et en travers, auquel je n'ai absolument pas pensé pendant la rédaction du roman. Et quand on m'a fait remarquer les parallèles, j'étais ah la vache, il y en a plein en fait. C'était super. C'est parce que c'est tellement bon que forcément ça t'a tenté. Et du coup, c'est pas du tout une influence consciente, mais c'est clairement apparemment une influence inconsciente. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des personnages notamment, qui ont des points communs avec des personnages de Fullmetal Alchemist. Et j'ai été super surpris de découvrir ça. Et du coup, ce que tu disais sur le fait qu'on est influencé par ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on vit, c'est aussi pour ça que les littératures de l'imaginaire, même jeunesse, même steampunk, sont pas toujours uniquement faites pour s'évader, etc. Et qu'il peut très bien y avoir une part de réflexion, donc celle justement qui parlera sans doute plus au lectorat plus avisé, mettons que le lectorat purement jeunesse, voilà, 13 ans, etc. Voilà, par exemple, typiquement le côté politique qu'il va y avoir dans mes romans, parce qu'on parle quand même d'une cité où tout le monde veut être égaux, d'un lieu où les nobles, les aristocrates ont été bannis, puisque donc mon point de divergence uchronique, c'est la commune de Paris a triomphé, au lieu de se faire écraser dans le sang comme dans la réalité. Du coup, voilà, ils sont restés, ça se veut égalitaire, tout le monde s'appelle citoyen, tout le monde se tutoie, mais bien sûr, est-ce qu'on peut réussir à faire une ville utopique, est-ce qu'on peut réussir à être tous égaux, même avec les meilleures intentions du monde, etc. Et le côté politique, je sais d'où est-ce qu'il sort, puisqu'en fait, au moment où j'ai commencé à écrire, j'avais eu un nouveau travail, j'avais été mutée en fait, et à la campagne. Et en fait, j'ai 25 minutes de trajet tous les matins en voiture, et comme c'est la campagne, il y a à peu près 2 radios qui passent, Radio Classique et France Info. Et du coup, je me suis retrouvée à écouter France Info, alors que je trouvais plutôt ça barbant, les informations à la base. Et en fait, il y avait beaucoup de politique, parce que c'était aussi la période des présidentielles. Et en fait, je me suis carrément prise au jeu, et je me suis dit, en fait, c'est vachement intéressant. Enfin voilà. Et bon, de réflexion en réflexion, j'ai bien vu à quel point ça avait teinté mon livre. Donc si je n'avais pas été mutée dans la campagne, si France Info n'avait pas été une des seules radios captées par ma voiture, si ça n'avait pas été les présidentielles, peut-être qu'il y aurait tout un aspect du livre qui aurait été extrêmement différent. Donc ça montre bien à quel point on est des éponges en fait, et on peut absorber tout ce qui se passe autour de nous. Donc la question effectivement d'où vient votre inspiration, elle est partout. Et je suis assez d'accord avec toi, parce que dans Les Pirates, il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'est que je voulais qu'il y ait une pirate. Une femme pirate. Parce que dans tous les romans, surtout en jeunesse, de piraterie, c'est un capitaine avec une jambe de bois, et j'avais pas envie. Donc elle n'a pas de jambe de bois, bon. Mais j'avais envie que ce soit une pirate, je l'ai imaginé un peu à la Hook, elle a récupéré des gamins au fur et à mesure de ses voyages, et du coup c'est un équipage d'enfants, donc ça plaît beaucoup aux petits, qui du coup se projettent dans le truc et disent ouais, moi je peux être pirate aussi. Et du coup ils ont tous des histoires un peu compliquées, donc au lieu de partir sur du contexte politique où c'était pas forcément évident d'expliquer aux enfants de 8 ans,
Je suis plus partie sur la dimension humaine, hein. Le fait de se construire une famille alors qu'on n'est pas tous liés par le sang, qu'on n'a plus nos parents, qu'on a été plus ou moins abandonnés ou pas. Il y a Miette dedans, qui c'est une élienne, donc c'est une petite fille avec des ailes dans le dos. Elle vient de des ailes et en fait elle a carrément été très traumatisée, etc., maltraitée parce qu'elle est différente. Et c'est l'objet du tome 2 en fait, où elle va devoir retourner sur l'île où ils l'ont récupérée et où elle va devoir affronter son passé. Et c'est pour ça que quand tu dis on peut aborder aussi des termes durs en jeunesse, ben, c'est un peu un défi et d'un côté c'est intéressant aussi de les faire réfléchir sur des choses difficiles, des choses qui vont pas forcément avoir à la première lecture. Pareil, j'ai un roman qui était sorti sur le harcèlement scolaire et j'ai une des lectrices qui est revenue me voir, là, qui l'a lu en 4e et elle m'a dit je l'ai relu en seconde, donc 2 ans après, et j'ai pas lu la même chose. Il y a des choses que j'avais pas vues à la première lecture, des choses qui étaient plus sous-jacentes, etc., et que j'ai mieux compris. Et du coup, c'est vrai on a tous un livre comme ça qu'on a lu jeune et qu'on relit derrière, et on dit ah mais en fait il se passait ça, et en fait moi c'était le cas avec la trilogie de Pullman, hein. La Croisée des mondes, c'est vraiment pour moi c'est un feuilleté, c'est un millefeuille quoi. Il y a plein de couches différentes. J'ai lu à 12, à 17 et à 30, et ben on lit pas la même chose quoi. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que la littérature jeunesse c'est chouette aussi. On va peut-être conclure. Vous avez quelque chose en particulier que vous avez envie de dire? On est très sympathique, achetez nos livres. La base. Mais si vous avez des questions, s'il y a un point qu'on n'a pas soulevé qui vous aurait intéressé, nous sommes tout oui. Si vous n'osez pas poser la question là, vous pouvez nous en la poser en bas aussi, vous avez le droit. Lui il mange peut-être, mais nous non. Comme ça. Je suis adorable. Bah, tiens. On a été d'une clarté. Ah non, non. Peut-être une question. Il vous est arrivé d'avoir un lecteur qui est venu vous voir et en vous apostrophant pourquoi ils n'avaient pas conclu l'histoire? Alors, moi non, parce que je suis un peu bête, donc du coup j'écris des histoires simples. Non, c'est vrai. Non, j'ai jamais eu de gens qui m'ont vraiment dit qu'ils n'ont pas compris l'histoire. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont demandé des précisions sur certains arcs qu'ils n'avaient pas trouvé suffisamment clairs. Plutôt dans mes romans adultes, ça m'est encore jamais arrivé avec les romans jeunesse. Mais mon premier roman était une espèce de gros pavé avec plein de trucs. Et qu'effectivement, si on lisait pas plus ou moins d'une traite et qu'on laissait une semaine entre chaque fois qu'on reprenait, on oubliait du bordel en fait. Donc forcément, c'était compliqué. Et oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais ça, j'ai pas compris. J'ai dit, pourtant, j'ai expliqué. Ah, mais j'avais oublié. Bah, c'est ton problème. Non, je suis pas méchant comme ça. Mais oui, ça arrive effectivement qu'on ait l'impression d'être clair, que nos éditeurs trouvent qu'on est clair, que plusieurs lecteurs trouvent qu'on est clair, et puis que d'autres lecteurs trouvent qu'on n'est pas clair du tout. Ça arrive. C'est pas grave. Sinon, ils peuvent demander aux autres lecteurs qui ont compris. Je crois que c'est arrivé avec certains de mes lecteurs ados, où vraiment ils n'avaient pas très bien capté que ah oui en fait c'était Paris, ou voilà, des trucs hyper évidents et pourtant ils avaient adoré. Donc on est clairement sur l'aspect c'est pas grave si on n'a pas vu voilà, donc je trouvais ça assez marrant quand ils arrivent en disant oh j'ai adoré, et puis on les interroge un peu puis on se rend compte que tu n'as pas très bien compris ça, hein. Bon, c'est pas grave, ça adoré. Voilà, ça me convient très bien. Voilà. Et aussi des lecteurs, mais alors de tout âge, qui n'ont pas compris d'où vient le titre, alors que pourtant c'est hyper évident puisqu'on est dedans depuis le début, l'explication est bien là, et il y en a souvent qui arrivent à la fin de la trilogie qui disent ah mais c'est pour ça la rispem. Oui, bien, bravo. Voilà, donc ça aussi c'est très rigolo d'avoir le truc sous le nez pendant toute la trilogie et de le découvrir à la fin. Je trouve ça rigolo. Voilà. Mais ça me vexe absolument pas. Je trouve ça, c'est ça, drôle. Je n'ai pas encore eu le cas. Après, les enfants, des fois, ils n'osent pas trop aussi. Les plus petits vont juste dire qu'ils ont bien aimé, puis comme ils ont encore une mémoire très sélective, donc la plupart, il y en a un, je lui ai demandé, au fait, c'est quoi ton personnage préféré? Et là, il m'a regardé, et j'ai senti le grand vide. Et sa mère est passée derrière, elle dit, on l'a lu il y a 4 mois, je pense qu'il se souvient plus des noms des personnages. Du coup, on est revenu un peu dessus, il m'a dit, ah si, mais j'aime bien... l'autre là qui fait ça, ah d'accord, il s'appelle comme ça, ah bon bah c'est bien, je vais essayer de le retenir pour la prochaine fois. Mais ouais, j'ai pas encore eu de non, j'ai rien compris.
Et moi j'écris des trucs très courts, donc généralement ça passe bien. Mais ouais, je suis pas encore dans les histoires très compliquées. Ça va pas tarder, mais j'ai peur d'ailleurs, ça fait peur. Merci. Merci à tous.